le discours iranien ne va pas être exactement le même. C'est vrai, Maneli Mirkan, qu'on aurait pu imaginer une situation plus favorable au régime des mollahs. Par exemple, effectivement, la capture d'un soldat américain aurait été une toute autre histoire à raconter, notamment au peuple iranien, mais aussi aux pays du Golfe et puis à l'Occident. Là, on n'est pas dans cette situation, mais on imagine que le discours du régime des mollahs, des gardiens de la révolution, ne va pas être le même que celui de Donald Trump. Alors, effectivement, si ce pilote avait été capturé par, les gardiens de la révolution, là, on entrait dans une nouvelle phase, en tout cas côté iranien, sur les leviers qu'ils ont pour, contrer, l'adversaire dans cette guerre. En revanche, aujourd'hui, j'allais dire la même tonalité, qu'on entend, côté Trump qui est vraiment mal, perçue, mal accueillie par y compris la population iranienne qui, ça dépasse les lignes rouges, même s'il n'y a pas encore d'effet drapeau, il y a quand même ce sens nationaliste et l'ensemble de la population aimerait qu'on en finisse en fait avec cette guerre, mais qu'on s'attaque au régime et aux gardiens de la révolution, qu'on continue à les affaiblir par tous les moyens, mais que cette guerre du territoire, des infrastructures s'arrête. En revanche, ce que j'étais en train de dire, c'est que le même ton utilisé par Trump, c'est le ton utilisé par les durs du régime. Aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de cassure qui était déjà là, qui était déjà perceptible, mais beaucoup plus visible, beaucoup plus vocale aujourd'hui au sein du régime. Il y a ceux qui sont en faveur d'un accord passé avec les Américains, pas du tout sur le dossier détroit d'Ormuz. Ça, pour le régime, c'est acté qu'on est de fait passé à un autre monde, en fait, sur le détroit d'Ormuz. J'y reviendrai. D'ailleurs, ils sont en train de passer des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. De l'autre côté, ceux qui favorisent en fait les accords, ils le limitent au nucléaire. On a eu Javad Zarif qui est l'homme j'allais dire, de négociation datant de JCPOA, qui a publié un manifeste en Foreign Affairs demandant à ce que des négociations puissent avoir lieu. Il est sous les attaques des très durs du régime, les gardiens de la révolution, qui le menacent, lui, de représailles, qui vont jusqu'à brûler ses photos. Ils sont dans une position d'absolutisme, en fait, d'aller jusqu'au bout. Et leur mot, c'est jusqu'à l'anéantissement d'Israël et l'anéantissement économique des Américains. D'ailleurs, on voit très bien aussi Ralibov, qui, donc le président du Parlement iranien, qui était censé être l'homme négociateur et qui se trouve à tous les jours donner des instructions au peuple américain pour faire effondrer l'économie américaine. Donc on en est là, c'est-à-dire que la virulence des mots est dans les deux sens. Alors est-ce que ils vont réussir est-ce qu'ils vont réussir malgré tout et malgré cette tonalité à se parler et à sortir un accord sur le nucléaire qui puisse servir, j'allais dire, de porte de sortie aux Américains et aussi aux Iraniens? C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Nicolas Tenev, jusqu'à quel point l'Iran avait prévu une guerre sur son territoire? On peut se poser la question quand on voit la facilité, je mets des guillemets évidemment à tous ces mots-là, puisqu'on a expliqué que ce n'était pas de tout repos pour les soldats américains, mais la facilité avec laquelle les États-Unis ont pu réaliser cette opération, notamment dans ce qui concerne la liberté de mouvement sur le territoire, y compris sur le sol. Est-ce qu'ils avaient imaginé que cette opération pouvait arriver un jour? Alors, les Iraniens, le pouvoir iranien le dit, hein, se prépare depuis ses origines à une invasion et se prépare à la guerre. La problématique dans cette situation, c'est que vos forces aériennes, qui n'existaient déjà pas beaucoup, n'existaient plus. Le pays est sous surveillance permanente de drones et de satellites. À partir du moment où vous sortez un grand nombre d'hommes, où vous sortez du matériel, il est repéré par les avions qui tournent en permanence au-dessus de votre territoire et sont détruits. Donc c'est très compliqué en fait pour les Iraniens d'opposer
une défense solide. Vous allez pouvoir sortir des hommes, comme on a pu voir des images hier dans les montagnes, mais sortir du matériel, du gros matériel, de façon à pouvoir l'installer, en plus dans des zones désertiques, comme on le voit, où c'est très difficile de se cacher. C'est très compliqué, et donc vous ne pouvez pas opposer des moyens lourds, en fait, à des gens qui vont aux Américains, qui vont vous attaquer, eux, en revanche, avec une force très, très supérieure. Merci Nicolas pour ces explications militaires. Il y a une autre explication qu'on peut donner à cette situation, Rina Bassis, c'est que les Iraniens, ils ont toujours misé sur la politique des proxys, ces fameuses milices pro-iraniennes qui agissent depuis des territoires plus ou moins voisins de l'Iran pour attaquer Israël sur plusieurs fronts. C'est un peu leur technique de guerre. Ils n'avaient pas imaginé mener un combat, a fortiori un combat au sol sur leur propre territoire avec les Américains ou les Israéliens. Je ne sais pas si les deux choses sont liées. Ils sont forcés de se préparer aussi à l'éventualité qu'il y aura des combats sur le terrain. Il ne faut pas écarter cette possibilité. Mais certes, depuis le début de cette opération militaire conjointe israélo-américaine, et contrairement à ce qu'on a vu dans la guerre de juin l'année passée, et là, Hezbollah est entré dans la campagne tout de suite. Vraiment, c'était une question de quelques heures. Et avec beaucoup, beaucoup de forces même que plus peut-être que Tsahal a imaginé que Hezbollah avait encore, que Hezbollah avait cette capacité. Et donc là, si vous voulez, l'investissement d'Iran dans ces proxys, ça paye. Parce que selon les estimations qu'on a, l'année 2025, l'Iran a transféré à Hezbollah le double de financement, le double de ce qu'ils ont transféré les années avant. Les années avant, c'était autour de 1 milliard de dollars. Et selon les estimations, en 2025, c'était autour de 2 milliards de dollars. Donc, il y a plus d'investissement. On sait que malgré toutes les tentatives de fermer cette frontière entre la Syrie et le Liban, il y a encore des munitions qui arrivent à être transférées de l'Iran vers Hezbollah. Donc, effectivement, c'est un outil extrêmement fort de la part de l'Iran dans sa campagne contre Israël. Pierre Berthelot, c'est une forme d'humiliation ce qu'on vient de voir pour le régime des Mollahs, qu'il devrait finalement connaître son territoire mieux que tout le monde. Humiliation du point de vue du régime, non, parce qu'il a présenté ces images et il dit effectivement que c'est la première fois que les Américains, depuis la tentative pour libérer les otages sur Carter, subissent effectivement de telles pertes. Donc pour eux, non. Alors dans la réalité, oui, effectivement, mais après, c'est vrai qu'on a dit, c'est un territoire qui est vaste, et je ne suis pas convaincu que dans cette région, d'ailleurs, il y ait forcément les meilleures troupes, les meilleurs soldats, les troupes d'élite. Elles sont concentrées dans la protection des grandes villes, dans la protection des sites stratégiques, dans les zones potentiellement où il pourrait y avoir un débarquement. Donc là, effectivement, ce n'est pas là où il y avait forcément énormément de troupes qui étaient massées. On a vu que c'est une zone semi-aride, semi-désertique. Donc c'est effectivement une forme d'échec, mais à relativiser, parce qu'au final, le régime pourra dire on n'a pas totalement échoué, on a eu des pertes, effectivement, et ce n'est pas négligeable en termes de propagande. Je résume, Huguette, mais avec des mots peut-être un peu forts, mais incapable de contrôler cette partie du territoire pour le régime des Mollahs, les gardiens de la Révolution, incapable aussi sans doute d'envoyer suffisamment de troupes pour être les premiers à dénicher ce soldat américain, et aussi abusé par les techniques de la CIA qui donc ont tenté de diffuser des informations disant que le pilote aurait déjà été récupéré, qu'il aurait été extrait de cette zone pour brouiller les pistes en quelque sorte. C'est une autre partie très importante de ce type de conflit, la communication, le renseignement, et y compris les fausses informations pour tromper l'ennemi. Oui, alors, effectivement, vous parlez de fausses informations. Moi, je n'ai absolument aucune connaissance de la façon dont la CIA s'en est pris pour diffuser donc ces fausses informations. Je me méfie effectivement de tout le narratif que
que l'on reçoit de la part qu'on voit dans les journaux américains. C'est assez classique comme façon de procéder, on peut dire. Mais oui, voilà. Donc c'est pour ça que sur le fond, moi, je passe mon tour, si j'ose dire, parce que je ne maîtrise pas du tout la réalité de cette affaire. Rina Bassi, alors on sait que les fausses informations dans ce genre de conflit, c'est vieux comme le monde. On sait par exemple que lors du débarquement en Normandie en 1944, effectivement, les troupes d'Hitler attendaient plutôt du côté du Pas-de-Calais et non pas de la Normandie. Enfin voilà, c'est une façon c'est des leurres pour tromper l'ennemi, quoi. De toute façon, oui, ça c'est sûr, mais il y a plus que ça, je pense, parce que l'administration Trump est dans une situation compliquée parce qu'il y avait des limogeages justement de chefs de sécurité ces derniers jours. Et là, je crois, mettre les CIA en avant, c'est aussi une façon pour l'administration à montrer tout va bien chez nous, l'appareil sécuritaire marche, regardez, tous les agences travaillent très bien ensemble. Donc, écarter cette critique a priori justifiée qu'on ne limoge pas des chefs de sécurité en pleine guerre.